comment la question de la honte, parce que si tu n'as pas de sens à pourquoi il y a cet enfant qui a un handicap, etc., mais comment tu vas être amené à... C'est bon, là, vous êtes revenu? Je sais pas c'est quoi le bug. Mais effectivement, j'ai eu un moment, j'ai eu une perte de connexion, mais pourtant, j'ai pas de paquet perdu, c'est bizarre. En tout cas, ouais, je disais en gros, il faut se remettre aussi dans le contexte de tu sors de deux guerres coloniales, etc., où bah, tu vas avoir des enfants, tu te dis que tu vas pouvoir peut-être construire ta vie dans un pays libre, etc. Euh, ouais, mais bah, moi je suis là, hein. Moi je suis là, ça me dit que j'ai perdu 0 paquet, alors il y a un moment il y a eu une perte de connexion, mais voilà. Et en fait, voilà, je disais la question de la honte. Si tu ne mets pas le sens de, bah, en fait, c'est l'agent orange qui cause ces malformations, etc. En fait, tu vas trouver tout un tas de raisons qui va t'amener à avoir honte. En fait, tu vas te rendre coupable des choses comme ça. Tu vas avoir une responsabilité interne alors que c'est une responsabilité américaine. Longtemps à Re- m'occuper de lui. Rồi bé Il a de la thường fièvre, bệnh des nóng sốt pneumonies rồi động kinh et toutes sortes de choses. để giật suốt luôn. Rồi suốt ngày chỉ quanh quẩn Je ở ne peux nhà lo cho m'occuper bé que de thôi. lui. Dạ, Tout le lo gánh reste du nặng gia đình fardeau, cho dồn c'est dồn mon hết mari nào qui le vất vả. porte. Đến năm 75, sau năm 75 À thì partir de cựu chiến binh 1975, Hoa Kỳ des họ anciens trở lại. combattants américains sont revenus au Vietnam. Có hỏi ban giám đốc ở đây tại Ils sao ont demandé à la direction de l'hôpital Touzou cái chất độc est-ce hóa que học l'agent nó có orange gây a ra produit des effets sur les thường futures xuyên mamans et trên les bà nouveau-nés. mẹ và trẻ con hay không. Thì lúc đó Dans les zones contaminées, la bioaccumulation par une alimentation chronique environnementale du lieu qui est infecté, qui est contaminé par la dioxine, évidemment, les populations sont menacées de développer, à plus ou moins brève échéance, des cancers, toutes les maladies systémiques qu'on peut imaginer, cardiaques, pulmonaires, IMC, un contrôle moteur cérébral, maladie mentale, maladie du sang. En 1972, j'ai été mobilisé dans l'armée du Sud. Et puis après la paix, en Comment ne pas avoir la 1976, haine, effectivement. je me suis marié. En 1977, j'ai eu mon premier enfant. Il n'était pas handicapé, mais les deux suivants sont handicapés. À la naissance, ils semblaient normaux. Mais ensuite, ils n'arrivaient pas à se mettre debout. Ils ne pouvaient pas marcher. Et puis après 2 interventions, ils ont pu se mettre debout. Je m'appelle Dang Hong Chan. Nous sommes dans le village de Ton Phuoc, district Shaoshan, province de Bangche. C'est assez précis, J'ai frérot. 30 On ans, n'en je demandait suis pas né tant. handicapé et c'est seulement après des interventions que j'arrive à marcher avec une canne. Avant, je ne pouvais pas me tenir debout. Puis, quand je suis devenu adulte, bien qu'handicapé, je ne voulais pas vivre à la charge des amis. Je voulais vivre dignement de mon travail. C'est pourquoi j'ai appris un métier. J'ai travaillé pour vivre, puis après, pour aider ma famille. Il y a ici des jeunes handicapés. Ce sont comme des petits frères. On travaille ensemble. Ils sont handicapés comme moi. C'est pourquoi on arrive à se comprendre. On a décidé de s'entraider. Ça fait 4 ans déjà que nous travaillons ensemble. Je m'appelle Phan Vu Yen Cam. J'ai 28 ans. Je suis née à Lam Dong. Je travaillais là-bas et je l'ai rencontré lors d'une exposition, il y a 4 ans. Je suis venue vivre avec lui il y a 3 ans. J'ai une grande sœur atteinte d'un cancer. Elle est en phase terminale. Mon père est décédé.
Ici, j'aide mon mari. J'ai vécu dans une région où il y avait beaucoup d'épandage de dioxine. Avant, je rampais, puis après plusieurs opérations, je peux me tenir debout. Mais je marche clopin-clopin. Comment on dit clopin-clopin en vietnamien? C'est ça que je veux savoir. Tu te faisais la même réflexion. On voit que peuvent réapparaître, après plusieurs générations, des victimes. Et là se pose un problème où la science reste muette pour l'instant. Elle n'a pas réussi à déconstruire et à apporter les preuves. Donc voilà, tu fais partie des 5 millions de personnes qui ont été directement exposées à l'agent orange. Pas de traces. Mais plus tard, dans les générations suivantes, tiens, il y a quelque chose qui s'exprime. De tous les détails qui aboutiraient à ces pathologies. Et vous voyez tout le soin, toute la tension que ça demande. Qui paye tout ça? Qui paye pour tout ça? Je m'appelle Chan Thi Oan, j'ai 25 ans. Je suis née à Binh Toan. Depuis 1994, je vis dans le village de la Paix. Je suis handicapée depuis ma naissance. Il me manque les 2 jambes et la main gauche. Năm 94, mẹ con có được biết đến làng Hòa Bình từ dụ qua một phóng viên, một cộng tác viên của báo Tuổi Trẻ. Sau đó, ba mẹ con đã quyết định là gửi con lên đây để con... En 1994, ma mère connaissait l'existence de ce village de la Paix, grâce à une journaliste. Mes parents ont décidé de m'envoyer ici, pour que j'aie un avenir. À cette époque, au village, on avait un mauvais regard sur les enfants nés handicapés. Ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Tout d'abord parce que ça fait peur aux enfants normaux, et ensuite parce que les déplacements des enfants handicapés sont très difficiles. C'est pourquoi j'ai beaucoup de chance d'être acceptée dans ce village. Dans ma première école, tous les enfants avaient le même défaut. Mes études avec mes amis vivant la même situation étaient très gaies. Mais quand je suis arrivée en 5e, il n'y avait plus d'école pour les enfants handicapés. Et tout le monde a dû aller dans des écoles normales. J'ai entendu des écoles C'est à ce pas du moment-là tout que j'ai adaptées, constaté quoi. que j'étais différente des autres. Par exemple, je mets plus de temps pour marcher. Je ne peux pas faire de gymnastique. Ça m'a rendue très triste et un peu désespérée. Par contre, ça balance le quad, hein. Ah ouais. Il existait 11 villages de la paix. On peut dire que 2 sont des établissements pilotes. Un au nord, le village de l'amitié de Ouais, du coup, Batka. sur la question, alors sur la dioxine, effectivement, sur les tests qui sont réalisés sur les. Je me demande si ça va être abordé ou pas. Là, on est à la moitié du docu, hein. Qui sont réalisés sur les animaux. On trouve des. C'est au bout de la 4e génération où on commence à se dire, OK, on voit plus trop les effets, quoi. Donc ça se conserve longtemps. Tout près d'Hanoï, et au sud, le village de l'amitié de l'hôpital Tuzu. Ils contiennent de 65 victimes à près de 200 victimes, un peu moins.
On s'aperçoit qu'il faudrait entre 1000 ou 2000 villages de la paix immédiatement pour les seuls enfants. Toutes les sœurs, les religieuses sont très fatiguées parce que cela fait déjà des nuits, parce que plusieurs d'entre eux sont malades depuis quelques jours. Donc les sœurs ne peuvent pas dormir, bien sûr, et puis lui, ceux-là, là, ils pleurent tout le temps. Donc là, on vient de voir Nia qui était déjà apparue là dans le docu et qui, elle, est en combat parce qu'elle a été elle-même exposée à l'agent orange. Elle est en combat contre les entreprises américaines là actuellement en France. Elle a eu l'audience il y a 2 mois, 2-3 mois. Et il va y avoir un verdict là fin août pour déterminer est-ce que la France est à même de juger des entreprises américaines pour savoir, voilà, pour déterminer ou non son statut de victime à elle, voilà, sur cette guerre qui a eu lieu au Vietnam. C'est un combat judiciaire qui date déjà de 10 ans. Et on espère qu'elle va obtenir satisfaction, ce qui permettra la reconnaissance du statut de victime pour des victimes de l'agent orange, mais y compris ça crée un précédent en fait pour toutes les victimes en fait. Si tu es palestinien et que il y a une entreprise israélienne qui a fabriqué un produit dont tu es victime, tu pourras en France porter plainte et traduire devant la justice des entreprises israéliennes, par exemple. Ah, c'est une dinguerie, c'est clair. Mais en fait, voilà, c'est pour ça derrière la question de la reconnaissance du statut, c'est d'accord, c'est une dinguerie, elle a eu lieu, etc. Et oui, il faut encore batailler. Et pardon, mais la guerre du Vietnam, ça fait 50 ans que c'est terminé. Mais il y a encore des batailles actuelles sur ce qui s'est passé il y a plus de 50 ans. Voilà, mais la reconnaissance, ça permet derrière de dire, mais voilà, qui va financer tout ça? Parce que quelqu'un va devoir financer, en fait. Et là, c'est voilà, les personnes qui ont subi ces bombardements qui doivent gérer ça. Nè, con quay lại nè. Đó, cái chữ hình này. Sắc khiếp à. Nous pensons que lorsque le sujet sera abordé devant les tribunaux, il sera Voilà, donc démontré que Chemical, le une des gouvernement entreprises, avait par exemple. connaissance que l'agent orange contenait de la dioxine et que celui-ci a été utilisé au Vietnam malgré cela. Des sociétés ont versé 180 millions de dollars d'indemnités aux vétérans américains. Bon, les vétérans américains, comme on a vu, eux-mêmes n'étaient pas au courant. Du coup, ils ont déversé l'agent orange. Et sur ces mêmes terres où ils déversaient de l'agent orange, bah, c'est là où ils ont été blessés, c'est là où ils bouffaient, machin. T'as certaines photos où tu vois que les gens, ils envoyaient ça en étant totalement torse nu, etc. Enfin, vraiment, il y avait une insouciance, on va dire, parce qu'ils n'étaient pas renseignés sur le sujet. Et de tout ça, voilà, 180 millions de dollars. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Comme l'ont déclaré les avocats à la sortie du tribunal au matin du 7 mai 1984, tout ça c'est très bien. On donne 10 cents par artiste, mais ils auraient dû payer bien plus.
Nous avons obtenu un règlement judiciaire dans les années 80. Donc 80, il y a 40 ans. Il y a 40 ans, les vétérans sont payés 180. Oui, alors d'accord, mais c'est pas mal en comparaison à ce qui est versé aux Vietnamiens. C'est ça que je sous-entendais. Là aujourd'hui, Dia doit encore batailler pour être reconnu comme victime. Même s'il n'y a pas eu de jugement au sens de reconnaissance de culpabilité, etc. Cette affaire-là, du côté des vétérans américains, elle est réglée depuis 40 ans. Que le juge nous a forcés à accepter. Ce fut le plus important dédommagement de l'histoire à cette époque, 160 millions de dollars. Mais ça ne tenait pas compte des enfants ni des Vietnamiens. Enfin, les réparations, les gens. Il va falloir les réparations, il va falloir les ruiner. Entre 62 et 1968, j'ai retrouvé ma deuxième fille. Elle était en prison. Dénoncée par un traître, elle avait été capturée. Heureusement, elle a survécu. Mais malheureusement, mon fils cadet a été contaminé par le dioxine. Et il est mort très tôt. Mon mari est décédé. 4 ans après, c'était mon fils. Puis 3 ou 4 ans après, c'était mon petit-fils. Tout d'abord, on ne savait pas ce qu'il avait. Puis on a appris que c'était la leucémie, à cause de l'agent orange. Après le décès de mon fils, j'étais très très triste. J'ai commencé à m'interroger. À quel moment j'avais été contaminée par l'agent orange? Je pense que j'avais été déjà contaminée quand je suis revenue à la maison. Dans mon unité de travail, il y a 3 autres amis qui ont mis au monde des enfants handicapés. Heureusement, mon fils n'était pas handicapé. Il a eu la leucémie. Je vivais dans des endroits où les feuilles, les plantes sont mortes. C'est pourquoi j'affirme que j'ai été contaminée. Il me reste mon petit-fils. Je l'ai emmené voir un ophtalmologue. Son père est mort et lui, il a des petits nodules sur le fond de l'œil. Je n'ose en parler à personne. Là, quand j'y pense, j'ai plus envie de vivre. Si mon petit-fils venait à mourir, comment lui survivre? J'ai rencontré des vétérans américains victimes, eux aussi, de l'agent orange. Par exemple, nous avons rencontré M. Frank, qui a un cancer de la prostate. Il vit à Boston et il reçoit tous les mois 2 000 $ d'indemnité versée par l'État. Tous ces soins médicaux sont aussi pris en charge, alors qu'aucune victime vietnamienne n'a reçu un seul cent de la part du gouvernement américain. La position adoptée par l'armée américaine au moment de la guerre du Vietnam, et qu'elle a gardée depuis, est que les prétendus dommages collatéraux... C'est infini, ouais, c'est ça, c'est que vraiment la guerre continue en fait. Elle s'est arrêtée, mais elle continue. Simplement partie de la guerre. Voilà, ça fait partie de la guerre. Bon, la guerre, c'est l'enfer, comme le disait un général américain durant la guerre de Sécession. Il est visionnable sur un site, ouais. Et ce qui se passe je en temps de guerre peut être criminel. Bonne soirée à toi. Mais ce n'est pas le genre de criminalité dont on est légalement tenu de rendre compte. Il faut savoir que les contrats des agents chimiques utilisés au Vietnam, notamment l'agent orange, qui représente 62% des volumes épandus, est le plus grand contrat chimique de toute l'histoire de l'économie. Donc, ils se sont tus par avidité,
parce qu'ils pensaient que le Congrès risquait de légiférer et d'interdire leur mixture. Et de ce fait, ils se sont tus et ils ont fourni l'ingrédient d'un crime un crime de guerre, un crime contre l'humanité, certainement un génocide, doublé d'un génocide à retardement et même d'un écocide. En bref, l'Irak a été contraint de payer des réparations, parce que l'Irak, bien sûr, était un ennemi et a été vaincu. Ce sont les ennemis vaincus qui sont responsables. L'Allemagne a dû payer des réparations, l'Irak a dû payer des réparations, et les vainqueurs ne le font jamais. Les vaincus sont jugés pour crimes de guerre, les vainqueurs ne le sont pas. Comment obtenir justice après la guerre? C'est une affaire politique, historique, politique. On s'en est bien rendu compte lorsque le Vietnam a voulu rentrer dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ils ont été freinés parce que les États-Unis avaient la clé. Parce que la pomme de discorde était le règlement pour l'agent orange. Le gouvernement américain avait opposé une fin de non-recevoir aux demandes vietnamiennes. C'est ce qui avait conduit le gouvernement vietnamien fin 2003 à créer la VAVA, l'Association des victimes vietnamiennes de l'agent orange, qui a engagé un procès aux États-Unis contre les firmes ayant produit ces défoliants. En novembre 2005, l'Association américaine des vétérans pour la paix nous a invités aux États-Unis. Il s'agissait de raconter aux Américains les lourdes séquelles subies suite aux épandages d'agents orange au Vietnam. Les vétérans voulaient se joindre à nous pour demander au gouvernement américain de reconnaître sa responsabilité. Nous sommes allés dans 10 États, du nord au sud et de l'est à l'ouest des États-Unis. Nous sommes allés dans 10 villes, rendre visite à différentes organisations, rencontrer des académiciens, des professeurs, des étudiants, des vétérans, des religieux, des civils, des avocats. En 2008, la VAVA a décidé de m'envoyer aux États-Unis avec Madame Ongniot. Salut, Mr. Romain. À mon retour, on m'a fait des compliments et je pense que j'ai rempli ma mission. J'ai aussi déposé une plainte auprès du tribunal américain. Les États-Unis établissent des liens entre la dioxine et les pathologies de leurs vétérans du Vietnam. Et donc, logiquement? Mais elles ne sont pas exportables. Ah. Elles ne sont pas applicables aux Vietnamiens. C'est d'un cynisme. Je pense que... Voilà, ça c'était ton alerte. Voilà, mon hypothèse, c'est que le nuage de symptômes s'est arrêté à la frontière. Voilà. Peut-être que c'est ça l'explication. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de symptômes, sans doute, les Vietnamiens. Il n'y en a que pour les Américains. Sans doute que le nuage de symptômes s'est arrêté à la frontière. J'ai appris ensuite que nous avons été déboutés, sans raison. Tout le monde était triste. Et je pense que les victimes aussi étaient tristes. On s'aperçoit qu'en 2010, pour les 150-200 000 vétérans reconnus victimes de l'agent orange au Vietnam, le budget du département des anciens combattants était de plus de 13 milliards, alors que cela se compte par milliers. Alors que dire pour le Vietnam? Quelle somme serait attribuée? Qui va payer pour des millions de victimes? Qui va payer? Pas en compte, on oublie encore la décontamination du territoire.
qui va payer pour la Terre, qui va payer pour les humains? Moi, il me semble, voilà, moi je suis macroniste, je suis attalien. Je suis attalien. Tu casses, tu répares. Voilà, c'est ma position, personnellement. Le but de ces épandages était bien la destruction du règne végétal, qui, par conséquent, engendre mécaniquement la destruction du règne animal et même minéral, puisque la Terre, c'est le règne minéral sous une forme meuble. Donc, de ce fait, il s'agit de négocier. Il y a aussi ce truc dans les guerres coloniales, c'est la certitude de l'impunité. Et on voit ça actuellement avec Israël. On voit ça avec le Maroc, la certitude de l'impunité. Et du coup, tu peux tout faire et tout dire. C'est ça aussi qui conditionne le côté il n'y a pas de limite, quoi. Jusqu'où ils vont. L'ananas normal, c'est comme ça. Il y a la plante, il y a un seul fruit. Et ça, c'est comestible. Après les épandages, alors on a constaté qu'il y a quand même une sorte d'ananas qui pousse et qui donne beaucoup plus de fruits, comme ça, comme si c'est mal formé. Dans toutes les zones d'épandage d'avant, il y a ces sortes d'ananas qui ont poussé. Notre vie, c'est ici. C'est la terre que nos ancêtres nous ont laissée. On ne peut pas vivre ailleurs. C'est pourquoi il nous faut supporter cette situation, se sacrifier en attendant que la terre soit décontaminée, dans l'espoir de vivre sur notre terre natale. Je pense que nous avions peu de connaissances concernant les dégâts liés à l'agent orange. Il faut les attraper par le col, les États-Unis. Si nous avions su, nous aurions demandé à la population de ne pas vivre dans une région contaminée. Mais bien sûr, la population ne nous écoute pas, car il s'agit de leur survie. Je vis ici. C'est mon pays natal. Où vous voulez que j'aille? Mort ou vivant, je reste ici. Je vis ici. Si dans ce concert... Dans les premières années de forts soupçons de lien entre la dioxine et ces pathologies, les scientifiques pensaient que la demi-vie de la dioxine serait de 7 ans. La demi-vie, c'est le temps que met une molécule à perdre la moitié de ses propriétés, qu'elle soit positive ou négative. Puis il y a eu une relance, une reprise forcément avec le temps, et on a avancé 17 ans. Et aujourd'hui, les scientifiques parlent de 100 ans. Donc, on ne sait pas où on va. Les Américains sont en train de faire des études sur le terrain pour trouver une méthode adéquate pour décontaminer les régions. Une large partie de ces surfaces géographiques où il y a eu un aussi grand nombre d'épandages sont des points chauds. Or, ont été identifiés 28 points chauds. Et parmi ces 28 points chauds, 3 ont été choisis, qui sont des anciennes bases états-uniennes. Il faut dire que dans ces lieux, tous les records du monde en teneur de dioxine sont battus. Ce sont Bienoa, au nord-ouest de Saïgon, Phuket, qui se trouve dans l'intermédiaire entre Bienoa et Da Nang. Et c'est Da Nang qui a été choisi pour être décontaminé en collaboration avec les États-Unis. Da Nang a été choisi parce que les États-Unis d'Amérique souhaitent probablement
que les bâtiments de l'US Navy puissent mouiller dans le port de Da Nang, qui est le seul port à eau profonde face à la mer de Chine, sur le littoral vietnamien. C'est un des endroits du monde où il y a un des plus grands trafics maritimes du monde, sans compter que c'est un des endroits du monde les plus poissonneux sur la planète. Quand on voit la pression que fait la Chine sur les îles Paracel et Spratly, c'est significatif. Ce sont des îles coralliennes qui sont inhabitées et on sait que dessous se trouvent probablement des stocks de gaz et de pétrole équivalents à ceux du Koweït. Et on sait très bien le tribut que payent les pêcheurs vietnamiens harcelés par les bateaux chinois. La Chine prend une ampleur, une proportion au niveau mondial que les États-Unis entendent bien sûr contrôler. Et voici que les deux anciens ennemis, états-uniens et vietnamiens, se retrouvent dans une situation où ils ont probablement un intérêt commun. Vraiment, le capitalisme, cette plaie, quoi. Ah, mais laisse tomber. Hein. Comment mesurer financièrement les dégâts d'un écocide? Le chiffre qu'on peut donner dépasse 1000 milliards de dollars. Le Vietnam seul Allez, Biden, ne peut pas fais un faire chèque, c'est face comment? à autant de victimes et à un nettoyage de son territoire. Concernant l'indemnisation du gouvernement américain, jusqu'à présent, il n'a pas accepté d'indemniser, mais il nous apporte une aide caritative, comme il dit. No comment. L'agent orange n'est pas une affaire humanitaire. L'agent orange est une affaire d'État à État. C'est Kennedy qui a décidé. Et vous voyez d'ailleurs les toujours ce truc humanitaire, c'est pareil sur la question de la Palestine, c'est le même truc qu'on sert. Ah oui, c'est une catastrophe humanitaire, machin. C'est pas une catastrophe humanitaire. D'agents chimiques au C'est pas ça Vietnam. l'enjeu. C'est une guerre menée par les États-Unis contre le Vietnam. C'est une affaire politique. Ouais, c'est pas une catastrophe qui est tombée de nulle part. Il y a eu des décisions politiques, il y a eu une volonté de nuire. Il y a 3 ans, les États-Unis nous ont promis 1 million de dollars. Et en 2011, 3 millions de dollars. Du coup, le Vietnam va devoir attendre combien de temps pour qu'on arrive vraiment à des sommes sérieuses, quoi. Si on parle de 1000 milliards et tu parles de 3 millions, ça va être long. Ce ne sont que des chiffres qui ont été énoncés. Mais l'argent n'est toujours pas arrivé. Même pas 1 centime. Le droit international est aujourd'hui encore largement en construction et est dominé par les intérêts des superpuissances, dont les États-Unis, donc c'est assez difficile. Et il n'y a pas de réelle possibilité aujourd'hui pour le gouvernement vietnamien, s'il le désirait, d'engager une action contre le gouvernement américain. Il n'y a qu'un seul pays au monde qui ait été condamné par une cour internationale de justice pour terrorisme et qui ait rejeté le jugement. Les États-Unis. Ouais, c'est bizarre ça. Définitivement pire pays de l'histoire. Laissons là le passé. Occupons-nous du présent et du futur. Et espérons que ceux qui continueront à diriger notre pays et les pays du monde entier ne recommenceront plus ces crimes, afin que les générations à venir
ne subissent plus ces souffrances. C'est ça aussi le truc derrière, derrière la question de ces enjeux, notamment judiciaires, c'est ok, mais si les États-Unis ont débarqué, ont épandu, ont juste indemnisé leurs vétérans, qu'est-ce qui nous garantit qu'ils vont pas recommencer? Et en fait, tu dis, mais attends, on voit bien les effets sur des décennies. On voit bien que ça touche des générations, des générations, des générations. Et vous ne montrez aucune compréhension de l'ampleur de ce que vous avez fait. C'est mon plus grand espoir. Je suis chanceux. Je n'ai pas de ressentiment ni de colère contre le gouvernement américain. Et pourtant, c'est de l'histoire passée et on ne peut pas changer le passé. Ça, c'est vrai. La colère n'est pas une solution. On vit dans le présent et on construit l'avenir. Je souhaite que les enfants de la génération de la guerre du Vietnam, les enfants des soldats vietnamiens et des soldats américains, puissent devenir de bons amis pour réparer les dégâts commis par leurs parents. Je pense que le principal est de s'unir pour résoudre les dégâts produits par la dioxine. Ce n'est pas utile de toujours discuter pour savoir qui est responsable. Je pense que dans le futur, les deux peuples deviendront amis. Je pense qu'il y a une grande différence dans les points de vue. Et je crains que la plupart des Américains de nos jours continuent de croire que lorsque l'armée américaine est engagée, il faut s'engager pour gagner quoi qu'il en coûte. Et à cet égard, ils ont oublié ou n'ont jamais tiré les leçons de la guerre du Vietnam. Bah oui. Et je sais pas à quel point les Américains sont renseignés, de la même manière que nous, on est très peu renseignés sur d'autres implications dans le Sahara occidental. Et il y a ce truc-là, le truc de peuple ami, je veux bien, même si je suis très dubitatif quand ça concerne les Américains. Mais en fait, il n'y a pas de pied d'égalité. Il y a deux situations différentes, deux conditions conditions différentes. Et quand tu as une condition plus favorable, je pense que la moindre des choses, le début, vous voyez, comme disait Caris, commencer par libérer Bison. Voilà, il va falloir commencer par reconnaître ce qui s'est passé. Et si t'as une partie qui est dans le déni, qui disent, quand c'est les vétérans qui disent, ah ouais, j'avoue, c'est une dinguerie ce qu'on a fait, tenez. Et quand c'est des Vietnamiens qui disent, circuler, il n'y a rien à voir, ou qui disent, peut-être on vous passe 1 million, peut-être on vous passe 3 millions, et puis plus personne. C'est compliqué de construire une amitié sur cette base-là. L'Irak et l'Afghanistan sont des pays très différents l'un de l'autre et différents du Vietnam. Ceux qui n'ont pas changé, ce sont les États-Unis. Le nouveau nom pour ce qui se passe en ce moment est la contre-insurrection globale. La contre-insurrection globale, c'est quand on utilise une puissance énorme et qu'en même temps, on essaye de soigner les cœurs et les esprits en utilisant la population locale, en assurant un équilibre entre le gouvernement en place et le gouvernement d'opposition. En substance, à une autre échelle et avec un autre ennemi, les États-Unis reproduisent ce qu'ils ont appris au Vietnam, certes avec une technologie plus performante, mais avec les mêmes effets destructeurs et la même conviction qu'ils sont invincibles. Corps meurtris, disloqués, aveugles ou sourds, qui témoignent en chantant au musée de la guerre, ils sont plus de 4 millions de victimes au Vietnam. Bombes à retardement à vivre, dans un pays dont les entrailles recèlent l'un des plus puissants poisons que l'homme sorcier ait inventé.
Ils ont choisi la solidarité et l'amitié comme gage d'avenir face à la maladie et l'exclusion. Voilà, voilà les gens. Ça vous a plu? C'était intéressant, hein? J'ai du mal à dire que c'était cool parce que c'est horrible, mais c'était intéressant. Voilà, film de 2013. Je vous laisse un petit lien si jamais ça vous tente de revoir ça. Donc c'était Agent Orange, bombe à retardement. C'est quand même sombre, mais c'est ma foi. Tiens, je vais passer en facecam. C'est ma foi instructif sur la question des luttes, sur le fait que le combat continue. Donc justement parce que les effets sont toujours présents, il va falloir continuer le combat. Et c'est pour ça que, voilà, si ça vous intéresse, je vous remets ça. Les réseaux du collectif Vietnam Jocelyn. Tiens, j'arrive pas à recopier ce que j'ai envoyé tout à l'heure. Voilà. Les liens que j'ai envoyés tout à l'heure. Je vous mets juste l'Insta et le Twitter. N'hésitez pas à suivre, ça va repartir là dès le mois d'août, l'actualité va reprendre. Il va y avoir pas mal de choses. Voilà. Pardonner, c'est pas possible. Ouais, je suis plutôt d'accord. En fait, c'est vraiment le niveau de dinguerie. C'est ça qui rend ouf, c'est le niveau de dinguerie. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à en parler autour de vous. C'est important. En fait, il y a plein de sujets comme ça où on se rend pas compte de l'importance que ça a, ne serait-ce que pour le Vietnam lui-même, la diaspora vietnamienne partout dans le monde, mais aussi derrière, en fait, c'est la question de la guerre et des répercussions de la guerre et des réparations derrière, quoi. Donc, comme je disais, un exemple très concret en France, près de chez vous, c'est la lutte que mène Tractonia contre toutes ces multinationales qui ont fabriqué l'agent orange et pour les faire condamner et faire reconnaître son statut victime. Donc là, elle est dans une phase de ce combat qui est juste que la justice s'estime compétente, la justice française s'estime compétente pour décider, pour condamner ou ne pas condamner les entreprises américaines. Et le combat est rude. Je vous ai dit, c'est dès août, ça reprend. Enfin bon, donc ça c'était le docu du jour. On va juste se terminer avec quelques nouvelles de l'Islande. Let's go. Il y aura des blondes, il y aura des bitches dans le 16. On les attire avec des gris-gris islandais. Des nouvelles d'Islande. Alors je voulais vous parler de films islandais. Parce que en ce moment c'est ce que je fais. Là. Je vais mettre des films islandais le soir parce que j'ai découvert un nouveau podcast là de Britanniques qui parle de cinéma, etc. Et donc, c'est avec certains films que j'ai déjà vus, d'autres pas. Donc en ce moment je fais ça. Donc, je me suis dit vas-y on va se regarder des bandes annonces et je vais vous présenter quelques films. Quelques pépites islandaises. Je crois qu'il y en a un que j'ai pas sélectionné et dont j'avais déjà parlé en live, c'est Godland. Godland, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est d'une beauté ce film qui était sorti là en 2022, fin 2021, je crois, décembre 2021, un truc comme ça. Enfin bon, ouais, je voulais commencer par Bélier, ou Rams en anglais, ou Hrutar en
islandais, donc qui veut dire bélier, quoi. Vas-y, on va se regarder la bande-annonce et je vous en parle vite fait. Hann býr nú hérna við hliðina. Heldurðu að þú getur nokkuð talað við hann? Þið eru bræður, eða ekki? Við Kitty tölum ekki saman. Og sigurvegarinn í ár Kristinn Böðvarsson með Hrútingsbrota. Riðuveiki komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum. Þeir telja að samgangurinn sé það mikill að ef eigi að útrýma veikinni þá verður að skera allan dalinn. Kitty, fara að hjálpa mér. Þeir eru að koma. Bélier, ouais, voilà. Bon, on comprend un peu, voilà, l'ambiance. On est dans la campagne islandaise, auprès d'éleveurs, de moutons, deux frères qui se parlent pas depuis des années. Il y avait une ambiance un peu, bon, dans un truc moins humoristique, mais comme ce film qui est sorti récemment. Comment il s'appelle déjà? Avec Colin Farrell, si je ne m'abuse. Vous avez vu ce film avec Colin Farrell, là? En Irlande? Voilà, les Banshees d'Inisherin, vous avez regardé ça, non? Avec les deux gars qui vivent dans un village et un qui dit en fait, on n'est plus potes, viens, on se parle plus. Voilà, dans ce truc d'ambiance de campagne, et de relations entre deux hommes. Là, c'est deux frères. Et en vrai, le film est assez lent. Et au début du film, j'étais en mode, ouais, on se fait chier un peu, non? Et au final, le film est vraiment bien. Et vous voyez que donc va y avoir une problématique de maladie qui se répand chez les animaux. Et donc, les frères qui vont être face à un choix de, ok, est-ce qu'on se solidarise contre l'État? Quelque part, c'est une espèce de film anarchiste, dirons-nous dans ce truc-là de solidarité et d'opposition à l'État. Autre film. 101 Reykjavik. Vas-y, je commence par la bande-annonce. Obligé de se reparler pour lutter, ouais. Parlez-moi après le bip sonore. Je vous écoute. Linur Bjorn, il faut que je te parle. Allez, quoi, décroche. Je sais que t'es là. Qu'est-ce que tu fais de nul, c'est pas vrai? Pourquoi on passe pas de films porno le matin?
Ce serait moins dur de se lever si la queue le faisait en premier. On se réveillerait peut-être plus tôt. En tout cas avant la tombée de la nuit. Ça donnerait un peu de lumière à la journée. Voilà, donc sans Reykjavik, que j'ai regardé il y a 2 jours, un truc comme ça. Donc Lunur, ouais, qui est une espèce de jeune. En fait, ce film, c'est vraiment parce que là, voilà, il y a eu toute une séquence quand même qui a été montrée. Et il y a tellement de séquences différentes, enfin, de trucs, parce qu'il y a des séquences de rêves, des trucs comme ça dans ce film. Il y a des moments un peu fantasmagoriques. Que ça, t'as un peu l'esprit du film, mais ça te résume pas non plus tout l'esprit du film. Il y a trop de trucs. Pour moi, c'est une espèce de Trainspotting, en gros. Vous voyez que voilà, le gars, c'est un petit branleur, on le voit pas là, mais en gros, il vit chez sa mère, etc. Et il va y avoir enfin, il va y avoir des histoires, plein de situations. Pour moi, c'est entre les valseuses et Trainspotting. Voilà, dans le mood, voilà, je pourrais pas mieux le résumer que ça. Alors, Trainspotting, il y a pas trop les questions de drogue, machin. Mais par contre, je pense que vous comprenez avec le truc de voix off, machin, et de ce type complètement désabusé, etc., qui se voit pas vivre dans cette société. Et ça s'appelle, alors ça s'appelle 101 Reykjavik. 101 Reykjavik, c'est le centre-ville de Reykjavik. Et c'est parce que ce gars-là vit que dans le centre-ville de Reykjavik, voilà, dans un petit carré. Et c'est comme les gens qui sortent pas de leur cité, quoi. Voilà, il connaît que ce truc-là. Je regarde où ces films. Alors en ce moment, je les loue sur Universiné. Sinon, ces films-là, tu les trouves pas trop, à part peut-être sur quelques sites. Et encore, 101 Reykjavik, il est difficile à trouver. C'est à partir du moment où j'ai vu qu'il était difficile à trouver, je me suis dit, vas-y, je vais en louer sur Universiné. Parce qu'à la base, je me suis pris un abonnement Canal+, parce que j'avais vu qu'il était sur Apple TV et que dans l'abonnement il y avait des Apple TV machin, et puis j'ai vu que je pouvais pas le voir machin, donc je dis bah vas-y, quitte à louer autant. En fait, j'ai vu, je sais plus si c'est celui-là ou un autre, il y avait un film qui était à louer sur Canal+, ça coûtait 7 balles. Je fais ouf, c'est cher quand même. Et j'ai regardé, et je me suis dit vas-y, je vais regarder Universiné, c'était moins cher quoi, c'est genre 3-4 balles le truc, et pour 7 balles je pourrais avoir un mois entier sur Universiné quoi. Donc ça, c'est 101 Reykjavik, et faut savoir que donc c'est un film qui sort en 2000-2001 et qui vraiment est un tournant dans l'histoire du cinéma islandais, parce que c'est le moment où on se met vraiment à raconter l'Islande contemporaine. En fait, si tu regardes le cinéma, notamment pas mal de films, voilà, dont je me suis renseigné juste sur le titre machin. Tiens, si j'ai pas prévu, mais par exemple, Talalif. Voilà. Ah oui, là, il y a tout le film. Euh, Talalif, qui veut dire la vie dans la vallée, qui était un film des années 80. Alors, je sais pas si. Campagne. Trailer, si je mets trailer, je trouve, non? Il y a un trailer de ça? Non, il n'y a pas de trailer. Bon, bref, Talalif, voilà, c'est un film comique des années 80. Et vous voyez, on est. Enfin, quoique, ça n'a pas l'air si non contemporain que ça. Mais il y a eu, en fait, en tout cas dans le cinéma islandais, il y a eu beaucoup de films historiques. Ça a été beaucoup ça. Et j'allais dire Trainspotting. Ce 101 Reykjavik, c'est un film qui a largement contribué on va dire, à faire rentrer le cinéma islandais dans l'ère moderne, à donner l'envie de raconter des histoires contemporaines et tout. Voilà, et c'est réalisé par Baltasar Kormákur, qui est en gros le plus grand réalisateur islandais. C'est un mec ultra populaire maintenant il produit de la série, il fait pas mal de films aux États-Unis, etc. Bon, voilà, c'est vraiment grosse tête islandaise. Donc 101 Reykjavik, j'ai pas adoré, mais je comprends qu'on dise que c'est un film à voir, quoi. Voilà.
Et dernière recommandation, Lamb, avec Noomi Rapace. Alors, le gars qu'on voit à gauche, c'est le gars qu'on vient de voir se branler là. Voilà, c'est le même acteur des années plus tard. Donc, je disais là, c'était 2000-2001. Là, on est en 2015. Et Noomi Rapace, qui elle est une actrice plutôt norvégienne, mais qui a passé une partie de sa vie en Islande. Donc, qui parle islandais et tout. Et vas-y, bande annonce. Alors ouais, les moutons machin. Alors faut savoir que les moutons c'est donc il y a énormément de moutons en Islande. Il y a 3 fois plus de moutons que d'êtres humains. Et vraiment, hein, c'est pas un chiffre exagéré. C'est vraiment ça les chiffres. Et donc voilà, ça fait partie de la culture islandaise. Les pulls en laine, moi je me suis acheté un pull en laine là-bas. Voilà, un des plats typiques islandais, c'est la soupe d'agneau, etc. Et ils sont tellement matrixés par ça que pour eux, leur pays, il a une forme de mouton. Ouais, si je peux avoir une grande image par contre. Carte. Islande, carte. Ouais, s'il vous plaît. Voilà, pour eux, ça, c'est la forme d'un mouton. Voilà, moi je veux pas juger la culture des gens, mais disons que c'est pas évident. C'est pas évident. Allez, remettons-nous dans le... C'est beau hein, quand même l'Islande. Nóra segja tímaferðalag séu mögulega. Jæja. Ekki það að ég eigi eitthvað erindi fram í tíma. Það verður örugglega líka hægt að fara aftur í tímann. Gestur. Nú? Gott að sjá þig. Hvað í fjandanum þetta? Hamingjan. Þetta gjöf. Hún ný byrjun. Ok. Lamb. Donc en islandais, c'est Diris. Voilà, en fait, le titre islandais, voilà, c'est Diris, enfin Direth, qui veut pas dire agneau, comme le titre anglais, et qui veut dire l'animal. Donc c'est pas exactement, c'est pas exactement, voilà, c'est voilà, film à base de goat, film de goat. Hein. Il est extraordinaire. Ce film, il est extraordinaire. Et voilà, je voulais pas trop parler avant de savoir s'il révélait un peu le plot, machin. Bon, ça en dit un petit peu. Vous voyez que voilà, ça parle des trucs fantastico bizarres et franchement, il est extraordinaire ce film. Ouais, je voyais qu'il y avait ce site-là sur l'Islande qui parlait de ce film. Petit synopsis. Dans une ferme isolée du nord de l'Islande, entre montagne et prairie, vit un couple d'éleveurs ovins, Maria et Ingvar. On découvre leur vie à travers leur travail, leurs relations. Et en fait, voilà, on voit qu'ils ont une espèce d'enfant bizarre, mi-agneau, mi-humain. Et ça, tu le découvres pas tout de suite, en fait. Voilà, et au début, tu vois vraiment la vie de ce couple qui a ses voilà, vie d'éleveur, machin.
Et on remarque une certaine tristesse. Leur vie se déroule entre agnelage, surveillance du troupeau, nourrissage de moutons et semailles, etc. Cependant, leur vie va changer à la naissance d'un étrange nouveau-né, mi-agneau, mi-humain. Avec cette belle surprise qui leur apporte du bonheur, ainsi que le retour du frère d'Ingvar, Pietur, le film va alors rentrer dans un nouveau chapitre. C'est franchement, c'est une dinguerie. Donc quelques informations, j'ai vu qu'ils avaient mis quelques informations. Donc Lamb Dirith en islandais, c'est le premier film de Valdimar Johansson, basé sur le scénario donc c'est basé sur un roman, ça j'avais plus en tête, de Sigurjón Birgir Sigurðsson, Sion, qui est aussi, je crois qu'il fait plein de trucs ce gars, Sion. Artiste, écrivain, intellectuel islandais. Ouais. Il me semble, il a aussi joué dans des films, non? Alors, scénario de Northman aussi. Ok. Bande dessinée, ouais, il fait plein de trucs, quoi. Il fait plein de trucs. Ce dernier est un grand connaisseur des mythes et légendes islandaises peuplées d'elfes, de trolls et autres géants. C'est donc à lui que l'on doit cette étrange histoire centrée sur la parentalité et les monstres avec cette petite fille mi-humaine, mi-agnelle. Pour Lamb, le cadre était important. D'ailleurs, Eli Arenson, le directeur de la photographie, a recherché avec une grande attention le lieu de tournage, car avec les animaux, les décors font partie intégrante de l'intrigue du film. La ferme se trouve à Flaga, à proximité de Blönduós. Je connais pas du tout, je connais pas l'Islande à ce point-là non plus. Pour finir, on ne trouve que 3 personnages importants dans le film, donc on les a vus dans la bande-annonce, et il a aussi été tourné avec une équipe réduite. Le film est tourné en islandais, un gros plus pour se plonger encore plus dans l'ambiance du film. Voilà, pour l'avis de la personne. Original et fantastique à plus d'un titre. Oui. Lamb est une belle découverte et il nous permet de découvrir les paysages sauvages, c'est vrai, sublimes mais désolés, surtout avec la rigueur du climat. Le rythme est un peu lent au début, c'est vrai, mais très contemplatif et il nous permet de découvrir le cadre de vie des personnages principaux. Le rythme va alors s'accélérer avec l'arrivée d'Ada et du frère d'Ingvar. Donc Ada, c'est l'enfant agneau là. Et le suspense va alors monter crescendo. On note la belle performance de Noomi Rapace qui parle islandais, langue qu'elle pratiquait pendant son enfance, ainsi que celle d'Ilmir Snær Goðnason. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Voilà. Je pourrais vous parler de plein de films, mais je pense qu'on fera ça sur d'autres lives. D'ailleurs, en parlant des autres lives, là, pendant une semaine, je vais partir en vacances, donc il n'y aura pas de live. Et quoique en plus je pourrais live vu que je pars avec mon PC, mais bon, a priori pas de live en tout cas. Et donc on reprend la semaine du 19. Je crois que mon prochain c'est lundi 19, là, prochain live. Je sais plus ce que j'ai annoncé, c'est en épinglé sur mon compte Twitter. Tiens, je vais remettre mes réseaux sociaux si ça vous intéresse. Mais en tout cas, dans les trucs donc on regarde du docu et sans doute que voilà, je vous reparlerai d'autres films islandais. Juste pour terminer, vu que ça s'appelait Diris, le film, ça m'a rappelé un titre d'un ami à moi. Le titre c'est Dortin min Diri. Donc ouais, alors j'avais sorti la page traduction. Alors, je vais pas vous. Alors voilà, bon, ça me sort un autre truc. Drotin min Hirzir. Donc c'est une expression islandaise qui veut dire le Seigneur est mon berger. D'accord. Et mon ami qui fait du rap, etc., a peu fait un jeu de mots, voilà, en changeant un peu l'expression, et Dortin min Diri qui veut dire, on va dire, le Seigneur est mon animal, quoi. Alors, attendez, je vais essayer de bien l'écrire. Et voilà, Drotin min Hirzir, Drotin min Diri. Non, il le comprend pas bien alors. Voilà, Diri, comme ça. Comme ceci. Comme il n'a pas le bon Y, il comprend dire à la porte. Voilà, Monseigneur animal, ouais, c'est plus ça. Monseigneur, ouais, c'est une traduction littérale, c'est ça. Monseigneur est un animal, voilà.
Donc voilà, un truc un peu pied de nez. Et donc on va terminer ce live et vous envoyer quelque part. Tiens, je vais repasser en facecam, chercher qui est-ce qui est en live. Je vais vous envoyer chez Supplémentiel là qui fait du persona. Supplémentiel qui d'ailleurs, alors n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et je serai sur sa chaîne demain après-midi à 16h. On termine notre campagne de JDR. Donc voilà, ça fait plusieurs mois là qu'on joue ensemble sur une campagne dans l'univers de Warhammer 40 000. Et là, on va avoir la conclusion. Donc c'est demain 16h, les gens sur sa chaîne. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. A priori, pas de live la semaine prochaine, sauf si je le sens un moment pour X raisons, mais a priori, pas de live. Voilà, on va être en coupure totale. Et on revient, voilà, je reviens dans 2 semaines, hein, lundi en 8, n'est-ce pas? Tiens, on envoie le raid. Ah, t'étais chez lui, bah, je te renvoie chez lui. Hein. Je te renvoie là-bas. Allez, hop. Donc, raid chez Supplémentiel. Et bah, comme le dit la chanson, n'est-ce pas, le Seigneur est mon animal. Bonne soirée tout le monde. À tantôt. Mjög margir kunna bænina faðir vor, en kannski eiga sumir erfitt með að skilja hana. Eigum við að hjálpast að við að rifja upp hvernig hún byrjar. Svona byrjar hún. Drottinn minn dýri, drottinn minn dýri. Jesús Pétur, ég dottinn í gíri. Jesús Pétur, ég loksins á lífi. Jesús, já, mér bara líður svo vel. Allt fínasti feeling hjá mér. Lífið að leika með mig eins og ég. Sé bara lamb og ég fíla það vel. Þróa svo hratt, samt þetta ég gerir fátt en ég gera það vel. Lífið blátt, lífið ber, sem að ég stikk upp í tynið á mér. Sjáðu mig, ég fljúgandi til Parísar, undir báðum ber. Ég fljúgandi